Bon matin, bonjour ou bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ce 11e épisode des Sommeliers de la lutte. Je m'appelle Max Perriard et je suis en compagnie du contagieux, Oui. contagieux avec son humeur contagieuse, Pierre Gastonguay. Comment ça va, Pierre? Ça va, je vais dire ça va bien parce qu'on enregistre, pis ça me rend heureux d'enregistrer. Sortir de ma torpeur un peu parce que ça fait presque une semaine maintenant que la maladie m'envahit, la grippe, le virus a pris part de moi, que je colle l'orignal, la face dans la toilette. Fait que je vous épargne plein de détails. Mais ça fait une bonne semaine. Donc, c'est pour ça qu'on n'a rien sorti le vendredi passé. J'étais complètement inapte à pouvoir enregistrer. Ça aurait sonné un peu comme... comme ça. Fait que ça aurait pas été super le fun. Tu scelles bien, je trouve. Mais merci quand même. J'ai pas de formation d'acteur, mais... Excellent. je fais bien. On dirait que c'est ça, c'est du méthode acting. Oui, c'est ça. Pratiqué. Je suis pas malade pour de vrai, ça fait une semaine que c'est du méthode acting. Là. C'est ça, je me prépare pour mon grand rôle, là, la maladie. Non, Ouais. c'est pas vrai. C'est pas vrai. Est-ce que c'est la suite du finisher des bébés qui t'a remis à terre encore? En fait, je crois qu'un est venu avec l'autre. Le finisher des bébés, qui était la gastro, le 25 et le 26 décembre chez nous, nous a crissé à terre tout le monde. Et par la suite, le rhume ou la grippe que ma sœur avait depuis quelques jours déjà est venu complètement nous colisser à terre, on va dire ça en bon français. Fait que je pense qu'un a affaibli le corps et l'autre l'a complètement décollissé. Fait que Ouais. on va le dire de même. Est-ce que vous vous êtes donné finalement vos cadeaux? Oui, on s'est donné. D'échange, oui. On a réussi. On s'est donné nos cadeaux le 29, je pense, décembre. C'est là que vous vous êtes donné la grippe en même temps. Oui. Exactement. Un autre sorte de cadeau. Un peu moins bien emballé. Moins le fun à déballer, disons. Fait que oui, on a fini par se donner nos cadeaux. J'ai reçu des verres à bière. 2 beaux verres à bière de chez Melon. Une belle petite microbrasserie à Montréal, au coin Jean Talon et Saint-André, dans le quartier Rosemont, pas loin de la rue Saint-Hubert, de Plaza Saint-Hubert. Donc, de la bonne bière, une belle petite microbrasserie. C'est tout petit, super charmant. Je vous invite à aller voir. J'ai reçu 2 beaux verres à bière de cet endroit-là. Et une carte cadeau de chez Simons, parce que je vous le rappelle, pour ceux qui nous écoutent ou ceux qui s'en souviennent, on avait un thématique tissu comme échange de cadeaux. Fait que, il y a un gros retour des fêtes en patate sur mon sofa de ma part. Toi, Maxime, comment ça va? Écoute, moi aussi, ça a bien été. Moi aussi, j'ai été dans un chalet avec plein de bébés. Fait que la gastro s'est passée pendant ce moment-là. J'ai été quand même chanceux de pas trop l'avoir. J'ai eu comme une journée, mais ça n'a pas été si pire. OK. Puis par la suite, on a ramené, nous aussi, une grippe ou je sais pas quoi, là, mais quelque chose qui met à terre, qui a mis à terre pendant longtemps ma blonde. Moi, qui m'a affecté dans les derniers jours, les 2 derniers jours. Fait que là, je suis comme en fin de tout ça. Ou en tout cas, je suis moins pire que les 2 derniers jours. J'ai bien dormi. Tu l'as pas eu à fond la caisse, là, en plein jam. Ben, hier, c'était rough, mais j'ai dormi genre 16 heures en 2 jours. Fait que 16 heures dans le fond. quand je te textais pour dire « Ouais, non, moi, je suis trop scrap aujourd'hui pour enregistrer », dans ton dedans, tu faisais un peu « Yes, parfait, je vais pouvoir dormir ». Le vendredi, oui. Ok. Vendredi, samedi, oui. Mercredi, jeudi, j'étais encore en shape, Ok. mais Ouais, ma blonde, elle était à terre, fait que... gars, c'est ça, hein, puis je pense que ça s'est passé pas mal parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont vécu aussi la même chose. Moi aussi. Fait que je pense que ça a comme été le Ben, retour du balancier laissez-nous, des dernières années. Laissez-nous savoir si vous, dans vos familles, ça s'est mieux passé, si vous avez eu un beau temps des fêtes, soit sous le signe de la maladie, soit sous le signe de la lutte, peut-être, que vous avez réussi, vous, à écouter de la lutte sans avoir de boîte de mouchoirs pas loin. C'est sûr qu'il n'y a jamais une boîte de mouchoirs loin d'un ordinateur d'habitude. Bref, je m'égare. Est-ce qu'on a des commentaires du public cette semaine, Maxime? Oui, on a Emmanuel qui, à travers... en fait, vous avez été quelques-uns là, à plus d'une dizaine là, à répondre au questionnaire de prédiction avec moi et Pierre. Donc, merci pour ça. Merci. C'est quelque chose qu'on testait, la formule. Regardez comment vous alliez réagir. Puis, on a vraiment aimé ça, nous le faire. Puis, comme on dit, là, nous, le podcast, on veut que ce soit un échange plus que juste à nous deux, mais avec vous aussi. Puis, c'était une manière d'avoir vos avis, d'avoir vos prédictions aussi, voir qu'est-ce que vous pensez de ça. Puis, à travers le questionnaire, on a également eu des commentaires. Fait que j'en ai noté un, entre autres, d'Emmanuel,
qui nous a dit un bon podcast, hein, qui partage bien sa passion et donne envie d'en regarder plus. Fait que merci beaucoup, Merci. Manu, de tout ça, des bons mots. Tout le monde a dit des bons mots, en fait, dans les commentaires. Fait que merci à tout le monde là, d'avoir répondu. C'était super le fun. On a même eu des gens qui ont écrit vraiment, c'était vraiment le fun à répondre comme questionnaire. Fait qu'il y a des gens qui sont très contents de tout ça. Fait que merci pour les bons commentaires. Ça nous donne le goût de continuer à en faire. Puis le prochain, mais oui, puis le prochain sera sur le Royal Rumble. Donc, qui sait, des fois, hein, les gens sont un peu plus du WWE, vu que c'est le truc un peu plus vieux, un peu plus mainstream. Donc, peut-être serons-nous plus nombreux pour le prochain. Puis le Rumble, souvent, est le pay-per-view préféré de pas mal la majorité des gens. Ouais, c'est quand même le fun. Il y a beaucoup de monde qui écoute pas la lutte ou qui suivent pas la lutte, qui ne suivent pas la lutte activement, mais qui vont quand même écouter le Rumble juste parce que c'est le fun de voir le décompte, puis de voir les lutteurs rentrer, de voir les surprises, puis peut-être découvrir des gens aussi. Fait que qui sait, on va lancer encore, on va faire le même processus, avoir le même questionnaire, avoir un peu le même pattern. Fait que c'est le fun de faire des prédictions pour le Rumble en particulier. Ouais. Parce que c'est comme tout ça qui lance le prochain 3 mois de lutte du côté de la WWE. Yeah. Donc, on a bien hâte de faire ça. Fait que soyez à l'affût les prochaines semaines. On va vous en dire plus dans les prochains épisodes. Ça va sortir quand. Mais ça risque d'être, encore une fois, probablement l'épisode juste avant le Rumble en tant que tel. À moins qu'on ait une idée plus grande des matchs, on va peut-être pouvoir le sortir plus tôt, mais ça dépend de leur booking. Et sinon, chronique lexique de cette semaine, j'ai un mot qu'on entend ici et là parfois, et c'est le mot botch. Non. Qu'est-ce que c'est le mot botch? C'est, on pourrait dire que c'est un peu, c'est un peu l'erreur ou une maladresse dans l'exécution d'un mouvement à l'intérieur d'un match ou à l'intérieur d'une séquence de lutte. Fait que c'est comme quelqu'un qui se trompe, quelqu'un qui fait mal un mouvement ou que ça paraît vraiment beaucoup que que la lutte ce n'est pas vrai à 100%. Donc des fois il y a des magiciens qui ratent leur tour de magie, mais c'est un peu ça. Un botch, c'est un lutteur qui rate sa manière de camoufler le coup. Ou carrément qu'il manque. Dans les cas les plus graves, ça peut même mener à des blessures, mener à des trucs pas le fun, là, tu sais. On peut se souvenir justement d'un des botches marquants des dernières années. Je sais pas pourquoi toi de mon côté, mais moi de mon côté, un des botches marquants était celui qu'on a revu dans les dernières semaines d'ailleurs, qui a été remis de l'avant. Mais celui de Nia Jax contre Becky Lynch. Ah oui. Que Nia Jax avait mal calculé sa distance et avait crissé une bonne droite solide sur le nez. Becky Lynch qui avait cassé le nez, qui avait mis en sang, mais qui avait surtout, elle avait réagi comme une pro en un peu embrassant toute cette violence-là et ce sang. Et ça avait fait, c'est là que le personnage de The Man avait été créé pour Becky. Donc, comme quoi, des fois, les botches peuvent aussi amener des trucs positifs. Mais c'est pas quelque chose qu'on souhaite qui arrive à chaque semaine, évidemment, des botches, parce que ça amène des blessures. Absolument, mais... Toi, as-tu des botches qui t'ont marqué dans les dernières années? Moi, dans les dernières années, oui, le dernier botch, vite comme ça que je me souviens, c'est Ricochet. C'est un botch rattrapé, en fait. C'est Ricochet contre Logan Paul quand ils ont dû faire un Spanish Fly de la 3e corde en dehors du ring sur les tables et ils ont presque pas complété leur rotation, mais finalement, ils se sont bien rattrapés. C'est celui qui me vient spontanément comme ça. Mm-hmm. C'est pas le pire botch que j'ai vu. Le pire botch, ça doit être je pense que c'est la vieille ECW, quand je me souviens plus qui était sur les grosses drogues, puis il a lancé quelqu'un en bas de plein de tables, puis il est tombé sur le coin du ring. Anyways, ça c'est Dark Side of the Ring, allez voir ça. Ça, c'est pas un botch, c'est juste quelqu'un sur la drogue qui fait de la lutte. Faites pas ça, les jeunes. Non, moi, le botch, dès qu'on dit botch, moi, l'image que j'ai, c'est Lita qui plonge et qui calcule mal son plongeon et qui plie dans le mauvais sens
qui s'est pas blessé là, mais qui était quand même, qui avait déjà la nuque très fragile à ce moment-là. Je pense qu'un peu là, mené à toute l'image qu'on a de Lita, là, super tough, puis super la Superwoman un peu. Fait que moi, c'est l'image que j'ai d'un botch. Là, mais moi, les pires botch que je déteste voir, mais que j'en vois souvent, c'est voir un membre cassé. Puis on n'en voit pas beaucoup dans la lutte, mais dans la UFC, il y en a tout le temps un qui ressort. Je pense que c'est Diaz qui reprend son pas par en arrière avec la jambe cassée, puis qu'on voit pas le fémur, mais le tibia qui plie. Ça, là, arrache-moi les yeux de la tête, la tabarnak, c'est dégueulasse de voir ce genre de... C'est pas tant un botch, là, mais c'est un botch de l'Internet. Montrez pas ça aux gens. C'est dégueulasse. Mais j'aime beaucoup le mot maladresse versus le mot erreur dans botch, parce que il n'y a pas tant d'erreurs il y a des erreurs qui peuvent être faites dans la lutte. Par contre, souvent des botches vont apporter à quelque chose d'improvisé de la part des lutteurs, qui va apporter à quelque chose de très le fun, puis ou quelque chose de même mieux dans certains matchs. J'ai pas d'exemple concret comme ça, mais des fois il y a des botches. En fait, The Man, c'est un exemple parfait où j'ai pas d'autres exemples concrets, mais The Man est l'exemple où on prend un botch, on prend ce qui est donné. Les lutteurs sont des spécialistes de ça. On leur donne quelque chose, puis ils vont faire give chicken shit, they're gonna do chicken salad, là. Mais c'est un peu ça, où ils vont prendre peu importe la situation, puis ils vont réussir à en faire quelque chose de grand. The Man est né d'un botch. Puis ça donne le personnage que ça donne là. Fait que, exact. Puis bravo aux commentateurs dans n'importe quelle fédération, parce que souvent c'est eux qui rattrapent ces trucs-là. Il y en a des meilleurs que d'autres. Des fois, assumer le botch aussi peut être une bonne manière aux commentateurs de faire « Ah non, finalement, il l'a manqué, on l'a pas vraiment vu. » Moi, les botches que j'aime le moins, c'est quand ça se fait sur le finish. Quand on sent que on a manqué le finisher, on a manqué la séquence, si on veut. Puis là, est-ce qu'on fait le compte de 3 pareil ou on le fait pas? Il y a des bons lutteurs. Je me souviens notamment d'un Moxley qui avait demandé dans un des matchs de « Non, refais-moi ton... contre Penta. Refais-moi ton finisher pour qu'on le fasse comme il faut. » Contre Phoenix, exact. Un Moxley complètement commotionné, mais qui est quand même assez... c'est l'instinct qui embarque, là, c'est le muscle memory qui embarque, puis oui, c'est ça, qui a juste fait comme... Non. Refais-moi-le. On va le faire pour vrai. Laisse-moi sur la tête, là, même si je suis commotionné, puis on fait le finish, puis Donc ça, des fois, ça. Quand ça se finit sur un botch, c'est plate, mais bon, des fois, ça arrive. On pourra en parler longtemps. Vous, c'est quoi vos botches préférés là, dans les commentaires? Ou allez sur notre page Facebook ou Instagram, allez écrire sous l'épisode le commentaire de votre botch qui vous a le plus marqué. Il y en a énormément beaucoup. Il y a même une série qui s'appelle Botchamania, si jamais vous voulez écouter ça, qui relaie un peu comme nous. À chaque semaine, ils relaient, eux, tous les botches de la semaine. Au lieu des bons matchs. C'est comme l'inverse de nous. Nous, c'est les bons trucs. Eux, c'est les pires trucs de la lutte. Faites attention de ne pas tomber non plus dans ce loophole-là, de faire comme plein de botches, il y a plein de botches. Écoute, la lutte n'est pas prévisible. Ça arrive. Ça fait partie aussi de cet art-là, comme dans n'importe quel autre type de sport ou d'art ou d'art vivant comme ça. Des botches ou des erreurs ou des maladresses, ça arrive. Fait qu'il faut pas non plus tomber dans ce loophole-là négatif, de faire comme il a manqué tel move, fait qu'il est pas bon. Comme je pense que c'est à Collision hier, parce que là on enregistre le dimanche 7 janvier, donc hier, je pense que c'est Swerve et Daniel Garcia qui ont voulu faire un sharpshooter sur la table des commentateurs et ils ont glissé. C'est pas de leur faute, ça arrive, ils sont repris, ils ont continué, c'est des professionnels. Ça arrive. C'est ça. Et on va enchaîner avec notre retour sur le pay-per-view World's End. Mais avant d'y aller, qu'est-ce que ça voulait dire, World's End? Je pense que tu as fait des recherches, Pierre. Oui, j'ai un petit... Sur l'origine de ce nom-là. Une petite chronique que j'essaye, voir si un petit quickie, quoi que tes lexiques deviennent de moins en moins quick, parce qu'on fait du chemin là-dessus en esti. Hein. Un petit fun fact que je vais apporter pour rajouter comme ça, de temps en temps. L'origine du nom World's End, en fait, le CEO et directeur du créatif de All Elite Wrestling était à Londres pour un match du club de soccer de la Premier League Fulham, dont il est le vice-chairman aussi. Donc, il cherchait un nom de pay-per-view pour sûrement ce pay-per-view-là. C'est un créatif, Tony Khan, donc
Il est tout le temps à la recherche d'idées. Puis il se promenait dans Londres avant un des matchs de foot de l'équipe de son papa. Il cherchait un autre pay-per-view, puis il est passé devant un pub. Puis Londres est reconnu pour ses nombreux pubs. Puis c'est avec une des grandes chances pour nous qui est passé devant le pub World's End. Et puis il n'est pas passé devant le pub Super Duper Mega Wrestling Show parce que c'est sûrement ça qui aurait été le nom du pay-per-view. Fait que c'est aussi simple que ça. Tony Khan. C'est le nom d'un bar. C'est le nom d'un bar. C'est le nom d'un pub à Londres. World's End. Fait qu'on sait pas. Fait que ça se peut qu'on ait un jour le pay-per-view du Saint-Boc ou du Saint-Cyboire. Du Peel's Pub. C'est comme, il passe sur Saint-Denis, ouais. Fait que, très cool, très cool. Puis la carte, on en avait parlé un peu dans nos prédictions, là, mais une grosse partie de la carte a été un peu pitchée à la dernière minute. Je pense que c'est une des critiques qu'on fait souvent de la All Elite Wrestling ces derniers temps. Malheureusement, on dirait que même s'il y a beaucoup de préparation qui se fait sur certains matchs de la carte, il n'y a pas une vision globale. Ça fait qu'il y a eu des matchs qui ont, même si quelques matchs ont été ajoutés la dernière minute le mercredi, il y a également des matchs qui ont été modifiés entre le mercredi et le samedi, et des matchs qui ont aussi été ajoutés entre le mercredi et le samedi. Ouais. Donc, on commence la carte avec un match que justement, là on est dans le pre-show, donc disponible sur YouTube si vous vouliez aller le voir. Il est encore disponible à l'instant. Donc on a Chris Statlander contre Willow Nightingale qui a été ajouté le soir même dans le pre-show. Donc on n'avait pas de prédiction. On va vous faire un petit retour sur vos prédictions à vous du questionnaire, mais pour celle-là on n'en avait pas. Mais c'est une petite... je pense que c'était pour donner une petite vitrine aux deux filles. Deux filles qui travaillent très très fort, qui sont super bonnes et qui vont devenir deux points angulaires d'après moi dans quelques années. Qui les deux ont un potentiel à devenir championnes avec le gros titre dans la All Elite. Par contre, c'est pas un match très fluide. C'est un match plus difficile. Quelques botches, moi j'ai trouvé. Justement. Manque de rythme, peut-être. Manque de répétition entre les deux. Je pense qu'on l'a déjà dit ici, mais la All Elite a beaucoup moins de show sur la route. Donc, les lutteurs luttent beaucoup moins ensemble. Moins de temps à se préparer. Puis des fois, ça paraît à la télé. Donc, le produit est moins raffiné. Par contre, je trouve que ça montre quand même un gros potentiel de la part des deux. C'est pas un match qu'on va se rappeler, c'est pas un match qui va passer à l'histoire, c'est un match même dans le tiers très bas de la carte. C'est pas même le match le moins intéressant à voir, malheureusement. Par contre, deux très bonnes lutteuses. Je veux pas enlever le respect que ces deux lutteuses-là doivent avoir. Chris Statlander qui a été quand même une très bonne championne TBS il y a pas longtemps, et Willow Nightingale qui était aussi une très bonne championne strong openweight à la New Japan de la version américaine. Fait que match sans plus pour deux très bonnes lutteuses. Ouais, puis on a eu un peu de difficulté sur le finish parce qu'on l'a repris deux fois là, justement là. Je sais pas l'erreur semblait être qui, mais ça semblait être... moi, de mon côté, ça semblait être du côté de Statlander qui comme se lançait mal. Fait que ça faisait que Willow devait genre quasiment le faire, la porter en sac à patate un peu, là, tu sais, parce que le finisher de Willow, c'est quand même de faire transformer de quoi en powerbomb, ou un semi-powerbomb. Puis là, on dirait que Statlander, il communiquait mal le fait que, OK, c'est là qu'on le fait. Ben, c'est ça. C'est comme si le manque de communication puis le manque de répétition joue avec ça. Là. Fait que, bon, ça s'est terminé avec la victoire quand même un petit peu surprise de Willow. Je pense qu'on essaie d'installer le fait que Statlander est un peu sur une pente de défaite pour éventuellement l'amener à être... parce qu'au commentateur, on avait... son nom m'échappe, là, mais quelqu'un qui veut la recruter, là. Oui, je te reviendrai là-dessus. Oui. Donc, on n'avait pas de prédiction, vous, de votre côté. Fait qu'on va enchaîner avec le deuxième match qui était le 20-man Battle Royale. Ouais. Donc, nous, dans nos prédictions, moi, j'avais mis Jeff Hardy, qui n'était pas dans le match, donc ne pouvait pas gagner. Oui. Toi, c'était qui t'avais mis de ton côté? Josh Wood, qui n'était pas dans le match non plus. Fait que c'est difficile d'avoir... mais bon, tu sais, on l'a fait ça... Le 10 minutes après que ça a été annoncé, ce match-là, fait qu'on n'avait pas, nous, les participants. Non. Parmi les noms les plus populaires de ce match-là, on avait Jack Perry, qui a été nommé 3 fois. Donc,
3 personnes pensaient que c'était Jack Perry, sinon ça allait dans tous les sens. Et personne n'a eu le gagnant. En fait 4 fois même Jack Perry. Personne n'a mis le gagnant qui a été Killswitch, Luchasaurus. Moi je pense dès que j'ai vu que Killswitch était dans le match, cependant, je me suis dit ça risque d'être lui, vu que le gagnant de cette bataille royale s'en allait avait un shot à la ceinture n'importe où, n'importe quand pour la ceinture de TNT. Fait que ça faisait du sens que Killswitch gagne. Fait qu'un match où on commence classique, on veut. Mais on commence classique. C'est un peu bizarre, tu sais, comme stratégie de Battle Royale de dire on va ensevelir les 2 gros monsieur en dessous de table et chaises, parce que ça fait pas qu'ils sont éliminés, tu sais. Fait que quand ils font ça, je suis tant comme. Ben, ça nous ils gueulent par en avant, mais tu sais ça, tu sais, t'es comme, il faut qu'il se fasse éliminer, fait que je sais pas pourquoi vous faites ça, mais peut-être que, bon, ça me semble que j'aurais une autre stratégie, plutôt que les ensevelir dès le départ, mais c'est la stratégie qui a été faite, et on se termine le match avec Killswitch, justement, qui fait, lorsqu'il revient dans le match, lui et Lance Archer clean le ring, les deux, on finit par sortir Lance Archer, Killswitch lui reste dans le match, et finit par éliminer tout le monde, une petite trahison qu'il y a eu également entre... Danhausen ainsi que son Trent Barretta. Trent Barretta. Oui, Trent. Donc, on va voir si ça va déboucher sur quelque chose, mais c'est Killswitch qui remporte la bataille royale. Fait que, un match, somme toute, c'est ça, qui a duré moins de 15 minutes. Donc, la plupart d'entre vous avaient mis plus que 15 minutes, mais c'était moins de 15 minutes la bonne réponse. Et c'est ça, tu sais, je pense que ça allait installer un peu plus ce qui va se passer plus tard dans la soirée comme match, mais c'était pas un match. C'est encore une fois un match un peu inoubliable. Ouais. Et on enchaîne avec le prochain match qui est... Hook contre Wheeler, Utah. Un match que, en toute franchise, m'encourissait un peu. Mais j'avais quand même hâte de voir. Hook m'impressionne de plus en plus. Et je crois va devenir un excellent lutteur. Et c'est un match assez quand même technique, on s'entend. Je pense que Wheeler Utah présentement a la Pure Wrestling de la Ring of Honor. Est-ce qu'il l'a repris? Et Hook qui a la FTW, la ceinture de son père. Un match pas trop long non plus, assez violent, un peu de violence, un peu de technique, un peu du bon back and forth des 2 bords. Moi, je pensais que ça allait être un complètement carnage, soit d'un bord, soit de l'autre. Finalement, c'est Hook qui l'emporte. Là, je me souviens pas exactement des détails. Je sais pas si tu peux... t'as la mémoire plus fraîche. Ouais, ben en fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont été amenées sur le ring pour se battre. Hein? Puis moi j'aimais ça parce que c'était tagué FTW. Et moi, ça me fait tout le temps rire quand les choses en dessous du ring sont taguées FTW. Je suis comme, ils l'ont préparé. On dirait que c'était prévu. C'était prévu. Ce stop-là, FTW. Et bref, c'est ça. Ça s'est terminé par soumission. Donc, Hook a fait sa soumission. Oui, c'est vrai. Red Rum? Non, Red Rum, exactement. C'est ça. Donc, c'est ce qui est terminé par soumission. Et la majorité d'entre vous, donc 71% des gens avaient mis Hook gagnant. Yeah. Seulement 35% avaient mis par soumission, cependant, alors que Hook est reconnu pour sa soumission, qui gagne la plupart de ses matchs comme ça. Et le match a effectivement duré moins de 12 minutes. La majorité d'entre vous l'avez eu, 85% des gens l'ont eu. Donc, c'est ça. Mais je pense que moi, c'est le meilleur match de la carte pre-show. Ah oui, complètement. C'est quelque chose que vous voulez aller voir. C'est un peu un street fight style. Ouais, là, ça, si vous aimez un peu les matchs qui revolent un peu partout, puis que c'est un très gimmicky, là, puis qui un beau petit match, c'est quoi, 8-10 minutes peut-être, là, c'est 10, ouais. Bien rappé, puis t'es 2 jeunes, très bons lutteurs avec un futur très prometteur. Fait que, non, allez voir ça vaut la peine quand même. C'est Stokely Hathaway, le nom du dude que tu cherchais tantôt, qui veut recruter Chris Statlander. Voilà. Parfait. Stokely Hathaway. On lui souhaite du succès dans sa recherche de clan. Il travaille fort depuis 2 ans à chercher un clan. Exact. Et on enchaîne avec la carte principale du Pay-Per-View World's End. Et quoi? Pourquoi ne pas commencer avec un match qu'on n'avait pas annoncé? Ouais. Donc, tout le monde qui a perdu la classique continentale, on les met dans ce match-là. D'un côté, les gentils, on s'entend de guillemets, les gentils entre guillemets, les appréciés,
Ouais. Donc, Castagnoli, Danielson, Briscoe et Garcia. Garcia qui est un peu tweener là, en ce moment, avec sa danse. Et de l'autre côté, Brody King, Jay White, Jay Little et Roosh qui se retrouvent. Donc, un match avec... la construction, c'est un peu le truc continental, mais tu sais, pourquoi 4 contre 4? Pourquoi, tu sais... Il n'y avait pas beaucoup de logique, si on veut, là, à faire ce match-là, autre que ça. Ça aurait pu être un match télé, d'après moi. Je pense pas que c'est un match de pay-per-view. Ça aurait pu être sur le pre-show à la limite, mais c'est quand même des gros noms. Fait que t'es pas d'intérêt. Je pense que c'était une manière de mettre... C'était une manière de mettre tous ces gros noms-là sur la carte. Je pense que oui aussi, là. Mais... Il y a seulement une personne qui l'a trouvé que ça allait être un match non annoncé qui allait commencer la carte principale. La majorité des gens ont pensé que ça allait être Swerve Strickland contre Keith Lee. Mais non, malheureusement, ça a été un match qui n'a pas été annoncé. Wow! Qui a été mis sur la carte. Fait que, c'est ça, encore une fois, vu que ça n'a pas été annoncé, il n'avait pas de questions dans le questionnaire. Ça a été quoi ton appréciation, toi, du match? J'ai quand même bien aimé. J'ai pas une bonne mémoire, fait que j'essaie de me remettre à écouter ce match-là. De ce que je me souviens, je sais que je pense que le Lethal est en train de confirmer son face turn. Ouais, ben en fait, ça a été Garcia sur Lethal, le pin, à la fin. C'est ça, donc, ouais. Garcia, si on veut, qui un peu se rachète ou continue sur ce momentum-là de la fin de la classique continentale où il y a eu une victoire. Et Lethal, qui malheureusement est le seul qui n'a eu que des défaites et encore une fois a subi la défaite dans ce match-là, a subi le tombé final. C'était un classique 4 contre 4, fait que un petit peu de rythme, mais tout le monde enchaîne un peu ses finishers. Ouais, puis le match n'a pas été super long non plus. Là. Non, c'est ça. Fait que c'était vraiment une manière de juste mettre des gros noms sur la carte pour essayer de commencer le show. Moi, de mon côté, ça me déçoit un peu quand c'est quelque chose qui n'est pas trop buildé, qui commence une carte. Fait que, bref. C'est ça. Habituellement, une carte bien bâtie, en tout cas, en général, un peu comme un show d'humour, tu commences avec un sure shot, tu finis avec un sure shot. Ouais. C'est pas ça qui a été fait. Si t'es pas main event, tu veux commencer la carte. Exactement. En même temps, avec tous les noms qui sont là, ça peut pas être un sure shot. C'est juste que c'est rien qui a été bâti, c'est rien qui a été mis de l'avant. Fait que c'est dur d'avoir de la substance, c'est dur de s'accrocher à quelque chose de le fun en partant puis de continuer dans la carte. Fait que, tu sais. Mais c'est tous des gros noms qu'on aime, rendu là. Exact. Fait que la victoire des gentils, entre guillemets, qui l'emporte sur le métal. Garcia sur Lethal. Et prochain match de la carte. Enfin, un match qui a été un peu construit. Oui. On a... Un peu, ouais, construit un peu en parallèle de la télé. Andrade El Idolo contre Miro. Andrade qui était accompagné de CJ Perry, qui est la conjointe de Miro. CJ Perry qui disait je vais rester derrière mon client, qui je vais encourager Andrade, puis Miro qui était un peu en tabarnane de ça. Un match exactement le genre de match qu'on s'attend d'avoir de Andrade contre Miro, donc des gros coups, quelque chose d'assez rythmique quand même, mais qui a des petites saveurs à la WWE, fait que le momentum monte, ça redescend un peu, ça respire bien, et à la fin, de ce que moi je m'attendais pas du tout, c'est une CJ qui tourne contre son client et qui se range, d'après ce qu'on comprend, du côté de son mari. Donc, qui, avant que Andrade puisse faire son faux kick d'en face, back elbow, CJ Perry va prendre par les chevilles pour le donner, l'arrêter finalement, et Miro peut donner son game over contre Andrade. Andrade, par contre, on a su par après qu'il est à la fin de son contrat et qu'il va sûrement aller signer ailleurs. On ne sait pas, est-ce que c'est à la CMLL, est-ce que c'est à la WWE, mais qui a annoncé son départ de la All Elite Wrestling. Exact. Donc, Tony Khan l'a confirmé en conférence de presse à la suite du pay-per-view. Exactement, mais vous étiez... bon match. Ouais, vous étiez 35% à avoir CJ Perry davantage du côté de Miro, donc avoir un impact plus grand du côté de Miro. Mm-hmm. La majorité des gens pensaient qu'elle allait être neutre ou qu'elle allait avantager El Idolo. Un match qui a duré plus de 12 minutes. La moitié des gens l'ont eu.
Et un match qui s'est terminé par soumission avec Miro comme gagnant. Vous étiez 57% à avoir Miro comme gagnant du match. Donc, ça a été, je pense, quand même un match que j'ai apprécié. Deux styles qui, somme toute, vont bien ensemble. Ou, ça m'a un peu... c'est ça, j'ai senti, c'était un peu plus de WWE, effectivement, là, comme style de match. Là. On en a un autre plus tard sur la carte aussi qui est plus WWE dans le pacing, si on veut, du match. Avec le... moins genre un enchaînement constant de mouvements et de lutte très in-ring, mais avec une construction également de l'histoire et de storytelling, avec le côté de CJ Perry qui est là, évidemment, ça amène le fait qu'on n'a pas le choix de vendre quelque chose, là, tu sais, de vendre pourquoi t'es ma femme, aide-moi, ou et même lors de du fait que CJ le aide Miro est comme pas trop con, en tout cas, il vend comme s'il est à moitié certain de qu'est-ce que CJ Perry. Il va pas dans ses bras. Non, mais tu sais, il apprend pas dans ses bras à la fin. Il est encore un peu comme. Je sais pas, il doute un peu. Le move et tout s'est fait pendant qu'il était en Finger 4, en Figure 8 lock, là, tu sais. Le turn, si on veut, de oui, CJ c'est Perry. ça, ok, oui. Donc, Miro, il l'a pas vraiment vu, tu sais, ou il l'a pas ressenti nécessairement. Fait que je pense qu'on a vendu ça à la fin, mais les deux, tu sais, quittent pas ensemble nécessairement. Mais à voir sur les prochaines semaines vont être de plus en plus ensemble. Je pense que ça fonctionnait bien comme gimmick lorsqu'ils étaient ensemble à WWE. Pourquoi pas refaire ça? Absolument. Et pourquoi pas peut-être avoir un Miro qui est peut-être un peu plus actif. Hein? Je pense que c'en est un qui se contente de faire le minimum à l'intérieur de la All Elite Wrestling, mais qui est pas là à chaque semaine, qui fait pas grand-chose. Donc, difficile de... Si un jour il veut un ring, il va falloir qu'il soit un peu plus présent. Je pense que je oui crois. Mm-hmm. Et prochain match, on enchaîne avec Toni Storm. Ouais. Timeless Toni Storm contre Rio pour la Women's Championship. C'était un match qui est correct, encore une fois. Je pense qu'il y a eu des beaux spots high-flying de Rio. Ouais. Et encore une fois, une manière lousse, si on veut, d'arbitrer le match. Ouais. Avec, comme dans tous les matchs un peu de Toni Storm ces temps-ci, hein, son manager ou son valet, Luther, intervient quand même pas mal. Moi, si j'étais un arbitre, il y aurait peut-être de la disqualification avant ça, mais bon. Ouais. À l'intérieur de ces matchs-là, on semble ne pas en donner. Moi, j'en ai compté 3, hein, donc le classique. C'est comme un nouveau move qu'elle me prend, là, où elle est sur les épaules de Luther, puis genre, il transporte, puis elle pitch son adversaire sur du ring. Luther qui a été attrapé, Rio, pendant un bout, et qui l'a tout simplement donné à Toni Storm pour qu'elle fasse un souplex. Et aussi toucher la corde. Et c'est au touchage de corde pour empêcher Rio de briser la soumission que l'arbitre a mis ses culottes et a renvoyé Luther. Il était temps. Finalement. Mais ça n'a pas permis quand même à Rio de gagner le match. C'est prêt. Ça a été... Ouais, c'est ça. Un match, moi, qui est correct. Je pense que ça... Ils ont comme manqué un peu de manque de fluidité, encore une fois, entre les deux filles. Ouais. Il y a eu des beaux spots, mais au-delà de ces spots-là, j'ai pas tant apprécié la ligne du match. On sent plus l'expérience dans ce match-là, dans ces deux lutteuses-là, que le premier contre Statlander et Nightingale. On sent qu'il y a plus d'expérience derrière les deux lutteuses. Storm et Rio. Oui, c'est ça. Parce que même si c'était pas aussi fluide que ça aurait pu l'être, c'était quand même mieux, je veux dire, rattrapé, ou c'était quand même mieux exécuté. Les transitions étaient mieux exécutées quand même. Ça paraissait moins lourd. C'était beaucoup plus facile à regarder que dans le premier match. Mais c'est dû à l'expérience des deux lutteuses dans ce match-là. Moi, pour ma part, c'est quand même... peut-être pas dans mon top 3, mais pas loin quand même dans le match. J'aime beaucoup ce que Rio donne, surtout vis-à-vis une Toni Storm qui est quand même peut-être pas powerhouse comme lutteuse, mais pas loin pareil, où elle est capable de donner des bons coups d'épaule, elle est capable de prendre charge, elle est capable de lancer, elle est capable de redonner un coup d'épaule, un bump, Fait que le bump rate, le work rate était quand même bien, je trouve, dans le match. Puis le personnage de Toni qui continue à évoluer, qui continue à grandir au travers des semaines, c'est surtout ça que je trouve intéressant.
Il continue à évoluer de match en match, à changer, à tweaker, elle commence à trouver exactement c'est quoi ce personnage-là, je crois. Autant que elle est arrivée comme une lutteuse, Tony Storm, lutteuse, puis là, elle fait quelque chose de complètement déconnecté, mais ça lui colle très très bien à la peau. Fait que ce côté-là, moi je trouve ça très très le fun de voir le personnage évoluer. Rio, c'est dur de voir le personnage qui évolue parce qu'on sait pas exactement c'est quoi le personnage. C'est une lutteuse qui arrive du Japon. Oui, on l'aime, c'est le fun, elle est sympathique, babyface, haha. Mais sinon, ouais, quand même bien apprécié le match. Voilà. Parfait. Ouais, moi je pense que j'ai moins aimé, c'est le fait que à aucun moment j'ai pensé que Ryo allait gagner. Il y a comme pas eu de séquence où, tu sais, on était comme, ah ouais, avec la construction du match, peut-être que Ryo va gagner. Et vous étiez nombreux, hein? 85% avaient mis Tony Storm gagnante. Des questions ont été bien, somme toute, répondues. Fait que 78% par tombée, 85% moins de 15 minutes et 78% est-ce que Tony Storm allait tricher dans le match? Et oui, elle a triché. Le seul moment que vous avez été un peu moins bon, c'est le fait, est-ce que Maria May allait intervenir durant le match? Elle n'a pas intervenu. Plusieurs d'entre vous s'attendaient qu'elle intervienne. Mais elle est tout de même apparue à la fin pour comme une bonne groupie pour encourager la féliciter. Et on enchaîne avec le prochain match qui est Swerve Strickland contre Keith Lee. Non, non, c'est même pas contre Keith Lee, c'est contre Dustin Rhodes, le grand frère, le fils, le feu Goldust. On ne sait pas pourquoi Keith Lee est pas là. On sait que Keith Lee a eu beaucoup de difficultés avec sa santé. Blessure, on a dit, tu sais, pas apte à être dans le ring, fait que c'est pas clair. Des problèmes au niveau physique, au niveau mental aussi. Keith Lee a eu beaucoup de difficultés dans les derniers 2 ans à être constant, à être stable. Donc, on lui souhaite que du bon. C'est pas du tout être dans le jugement de ce côté-là. Dustin, qui d'après moi est une valeur sûre, qui est pas le lutteur le plus flamboyant, même si c'est drôle à dire parce qu'il a été le personnage le plus flamboyant de l'histoire de la lutte. Mais pour moi, Dustin est le fun à avoir lutté. C'est du textbook lutte. Il est toujours bon, il est toujours précis. Surtout contre un Swerve qui, je crois, est présentement au top de son art. Donc, l'histoire dans le match est assez simple. Swerve va cibler une jambe de Dustin, la jambe gauche, si je me rappelle bien. Ouais. On l'a attaqué dès avant même le son de la cloche. Hein, il l'a attaqué. Exactement. Donc, c'est comme ça qu'il va réussir. Sûrement que le match était construit de la même façon avec Keith Lee. Souvent, quand on a un lutteur un peu plus petit qui va être contre un lutteur un peu plus gros, les jambes vont être ciblées souvent pour essayer de descendre le plus gros adversaire. C'est ce qui se passe tout le long du match. C'est pas un très long match non plus. Je pense pas que Dustin est capable de donner un 25 minutes de lutte intense. Il l'a dit lui-même, et dans sa dernière année de lutte, ça fait quand même plus de 35 ans que Dustin lutte et est encore capable de donner ce genre de match-là. Vraiment props à Dustin qui est phénoménal. Props aussi à Swerve qui contient le rythme, qui maintient le rythme tout le long du match, puis qui réussit à faire quelque chose que moi j'ai très 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 apprécié. À noter que moi, Swerve, je suis très vendu depuis les derniers 6 mois. Ce qu'il nous donne comme lutte est incroyable. Et Dustin, ben, c'est une valeur sûre. Fait que Swerve, moi, j'ai bien aimé le crachat de Dustin en face de Swerve, en milieu de match. Elle a une bonne intensité à Swerve. Ouais, absolument. Et bref, Swerve qui gagne le match sans trop... sans trop de difficultés. Moi, je pense que j'aurais été quand même avec encore moins de difficultés. Je pense que au niveau du booking, là, on veut construire Swerve comme étant dominant champion. Ouais. Tony, on sait qu'il aime pas tant ça, les squash matchs, mais je pense que c'est le genre de match qui aurait pu être un peu plus squash, se faire en dedans de 5 minutes. Ça fait pas mal à Dustin, puis ça fait du bien. Mais non, puis tu sais, c'est un match ajouté qui sert à construire Swerve. Fait que si tu veux vraiment le construire, fallait finir Dustin en dedans de 5 minutes. Moi, c'est peut-être mon seul critique au niveau du booking. Ça aurait permis de vendre Swerve encore plus fort. Fait que tu fais le même genre de match, mais tu le termines très rapidement en squash. Puis ça avance Swerve fort pour éventuellement peut-être aller à une des ceintures pour un match de championnat. Donc, c'est vers ça qu'on s'en va de toute façon. Donc, on a annulé toutes les réponses au questionnaire pour cette question-là, vu que le fait qu'il n'est pas là, ça change complètement tout. Ah ouais. Fait que, on enchaîne avec le prochain match. Qui est l'équipe de Jericho, Sammy, Darby Allin, Sting contre Big Bill, Ricky Stark, Powerhouse, Hobbs, et non pas Kyle Fletcher, mais bien Takeshita. On a changé Kyle Fletcher.
le vendredi, si je ne m'abuse. Donc, celui-là, on n'a pas annulé les questions parce que Carl Fletcher versus Takeshita, on a seulement remplacé. On a gardé tout le reste parce que bon, ça ne change pas une grand-chose dans un truc à 8. Pour le match, encore une fois, on va revenir rapidement. Là, mais il y avait un peu d'animosité envers Chris Jericho. Des petites rumeurs qui sont arrivées sur Internet au cours, un peu avant le pay-per-view, là, sur le quoi il y aurait peut-être eu des ajustements pas corrects. On va pas aller plus en détail parce que c'est encore des rumeurs, mais la foule était somme toute au courant. Elle s'est fait tuer un peu plus que d'habitude, s'est fait faire des chants un peu plus négatifs. Donc, on va s'en aller. Encore en conférence de presse, Tony Khan a confirmé qu'il n'y avait rien d'autre de plus. Que si jamais il y avait quelque chose qui ne peut pas exister, qu'un protocole à l'intérieur de la All Elite Wrestling et de faire le suivi. Donc, c'est les réponses officielles présentement. On n'a pas plus de choses autres que des rumeurs ou des oui-dire de gens sur Internet. Fait que, attendons de voir qu'est-ce qui se confirme. Mais pour l'instant, c'est ce qui c'est. Fait que le match, un peu comme le premier, d'avoir 2 fois un 4 contre 4 dans le même match, ça devient... moi, c'est un peu ma critique aussi là, du premier. On avait déjà un 8 contre 8 de ramasser plein de monde, puis on a refait un deuxième. Et que lui était prévu, entre guillemets. Était prévu d'avant. C'était encore plus étonnant de voir qu'il y en a un qui se rajoute. Moi, je pensais que ça avait changé, que lui était remplacé par l'autre, que l'autre était remplacé par... En tout cas, puis finalement, c'était pas ça. Ça m'a vraiment étonné qu'il y en ait 2, mais en même temps, le booking à Tony, des fois, c'est du génie, puis des fois, tu fais comme, ben, pourquoi? Mais j'ai préféré le premier. Je peux pas dire exactement pourquoi, moi j'ai préféré le premier. Ouais, je pense aussi que j'ai préféré. Moi, il y a comme un bout dans le match où c'était un peu aussi. C'était un peu bizarre qui était légal, là. Comme on savait plus trop. C'était qui les lutteurs légaux. Le spot où tout le monde rentre pour frapper sur tout le monde à tour de rôle, mais là, un moment donné, il y a eu comme un lousse là-dedans, puis comme un genre de flou. Fait que oui, je suis d'accord avec toi, là. Moins tight comme match. Ouais. Fait que bref, Sting reste invaincu. Ouais. Tout. Avant sa fin de carrière, qui est le prochain pay-per-view. Fait que à voir, là, on a eu Sami qui a peut-être le pin sur Stark. Mm-hmm. Peut-être que ça va justifier le fait que Jericho et Sami vont peut-être avoir un shot à la ceinture de Stark et Big Bill pour remplacer Omega. Mais bon, à voir avec ce qui se passe avec Jericho. J'ai l'impression qu'on va attendre que tout ça se calme un peu ou que ce soit plus clair avant de le pusher vers quelque chose ou de le faire perdre rapidement peut-être au prochain show, à voir. Mm-hmm. Fait que, bref, c'est ça, un match qui était correct, mais vraiment... c'est comme un match moyen de semaine de télé. Fait que on sentait pas que c'était un pay-per-view. J'ai l'impression que si c'est pas les Lucha Bros puis les Bucks contre FTR puis les Briscoes, mais peu importe le tag team de ce genre-là, un 4 contre 4 est dur à justifier en pay-per-view si c'est pas la qualité de tag team, des gens qui sont habitués de travailler en tag team. Là, t'as juste mis plein de gens en singles qui sont habitués de travailler en simple, qui travaillent pas en équipe habituellement, tandis que les Bucks travaillent en équipe. FTR travaillent en équipe, sont habitués de monter ce genre de match-là, donc du 4 contre 4, sont capables de le faire. Oui, ça devient un spot fest, mais ça devient un spot fest intéressant ou le fun à voir, parce que c'est ce genre de match-là que j'ai l'impression qu'un spot fest, ça doit être ce genre de match-là. Tu peux pas avoir un match qui joue sur le mental en 4 contre 4. Ça fonctionne pas. Si oui, ben faut que tu aies 1h30 pour être capable de bâtir quelque chose, puis il y a personne à part peut-être moi, puis quelqu'un d'autre dans son sous-sol, chez sa mère, qui va être intéressé à regarder ça. Fait que. Mon moment préféré du ring était un peu Darby Allin encore en feu qui enchaîne différents mouvements qui Antoine a refait une espèce de coffin drop mais en springboard de la corde pour faire tomber Hobbs qui avait en ses mains je sais plus qui mais bref ça a été comme un bel enchaînement de trucs tout ce qui a tourné autour d'Allin. Pour le reste c'était assez oubliable selon moi. Absolument. La preuve, je m'en souviens même pas. Exact. Et on va enchaîner avec le prochain match. Il y a Julia Hart, la championne TBS contre Abaddon. J'ai quand même bien aimé le match. Encore une fois, un petit match qui n'est pas trop long, c'est quoi, en bas de 10 minutes aussi? Est-ce que tu as les temps pas loin?
Ouais, ça a été en bas, effectivement. Ça va pas long, je te vais te chercher Parfait. ça. Mais en fait, deux entrées que j'aime beaucoup, même si Abaddon n'est pas le genre de Un gimmick. petit peu plus que 10 minutes. Un peu plus que 10 minutes, ok, parfait. Je pense mais que ça a si été on genre parle 11 de, minutes cuck. Bell to Bell, là, c'est pas, Ouais. pas si on enlève Ouais. les entrées, parfait. Ouais. Et c'est là que je crois que où Julia Hart, c'est la preuve qu'elle fit exactement dans la catégorie des plus améliorés. Elle nous a montré encore une fois que elle a pris du galon, elle a pris de l'assurance, elle est capable de prendre un gros match et de nous livrer quelque chose de le fun. Parce que j'ai bien aimé ce match-là. Encore une fois, ma mémoire, qui est une mémoire de marde, me joue des tours. Fait que je me souviens plus de tous les détails, mais je me souviens de l'émotion de sortir de ce match-là en faisant comme « Ah, mais c'était le fun, j'ai aimé ça. Ouais. Ça a bien été, il y a eu un petit botch malheureusement dans le finisher. Où, ça a été une des premières fois que j'ai vu Julia rater son moonsault, Ouais. là, si on veut. Là. C'est-tu Puis l'avalanche? Non, ça a été le moonsault de la troisième. Ok, oui, c'est ça. Mais elle est atterrie Ouais. sur les pieds au lieu de tomber directement sur le corps d'Abaddon. Fait que la première fois que je voyais le truc, bon, on s'entend l'impact est un petit peu moins fort. Moins impressionnant Scotch. quand même. Le Exact. move est Fait là, que- puis un très beau moonsault aussi, Ouais. en général. Fait que tu sais, je pense et tout la stipulation de ce House Rule match là, Ils avaient le droit de mordre. Ils avaient le droit de mordre alors qu'à la All Elite, tant qu'à moi, ils ont le droit de mordre tout le temps. Là. Il y a Ouais. beaucoup de gens qui mordent dans leurs matchs. Pourtant, Fait que c'est c'est pas tout, je quelque trouvais chose ça comme que- un peu bizarre. Je trouvais ça bizarre, mais ça n'a pas été mis de l'avant non plus dans le match. Je pensais que ça allait tourner. Une fois, autour je pense de ça. qu'elle a mordu Oui, le bras. pour fait que enlever, enlever le hold, mais je pensais que ça allait tourner autour de ça parce que c'est la stipulation. Parce que je pense qu'Abaddon a la tendance justement de mordre, mais du tout. Fait que ça a été, quand même un très bon match. Ouais, parfait. Fait que au niveau, ça a été bien réussi dans les questions pour ce match-là. Donc, pratiquement tout le monde, 92% des gens ont mis la bonne gagnante. Réussi dans les Mais- questions, mais ça veut pas nécessairement dire que c'est réussi au niveau du booking si on se doute qu'Abaddon ne gagnera Exactement. pas. Fait que assez prévisible. Ouais, voilà. Puis par tomber, ça également, c'était bien réussi. Pas eu de Black Miss. Non. Donc seulement une personne qui avait dit qu'il n'allait pas en avoir. Tous les autres pensaient qu'elle allait en avoir un. Et Bravo. plus de 10 minutes, seulement une personne avait dit plus de 10 minutes. Fait que ça a été payant pour cette personne-là. C'est Ouais. la même personne C'est la en même plus personne, qui a ouais. mis. Fait que, somme toute, des questions bien réussies dans l'ensemble. Oui, en tout cas, très prévisible comme match. Fait que, encore une fois, je pense que c'est le petit défaut de tout ça. Et on enchaîne avec le match sans disqualification pour la championne TNT, Christian Cage, avec Shayna Wayne, Mama Wayne et Nick Wayne contre Adam Copeland. Et c'est le match que moi j'ai préféré de toute la carte. C'est mon match préféré de la carte. Donc, on va l'analyser un petit peu plus en détail. Nice. Pierre, n'hésite pas à m'arrêter quand t'as des choses. Mais hein, on a commencé ça sans niaisage. Dès le départ, Adam Copeland, il attaque Christian qui est sa rampe. Il commence à faire un beatdown. Moi, j'étais un peu surpris hein, que Nick Wayne n'intervienne pas, il n'essaie pas de l'aider, alors qu'il vient comme l'attaquer. Fait que Nick Wayne essaie de rester, genre, je sais pas trop, legit là, dans ce début de match-là. Il fait comme, ah oui, c'est bon, mon père se fait battre, pis c'est correct. Il y a même Adam qui se permet de prendre une gorgée de bière. Hein, il prend une bière du public, se prend une gorgée de bière, ça pète sa tête. On va par la suite, la table des commentateurs. Là, j'ai bien aimé une petite interaction avec Nigel McGuinness qui comme parlait contre Adam Copeland. Mm-hmm. Il était juste Copeland qui l'envoie chier puis il dit « Farmaya ». Et là, t'as Nigel qui se retourne et qui se met comme dans le coin avec sa chaise tournée comme s'il était en punitence. Fait que j'ai bien aimé, Très ça m'a bien fait joué rire. de la Ça. part de Nigel. Là, qui Et un Nigel en forme pour Oh, ce ouais. match-là. Là, moi, il me fait rire à quelques moments Ouais. dans le match. Ensuite, on a Adam qui a lancé Christian sur le fameux escalier en métal tremplé. Bang, direct sur le genou. Aïe, aïe, aïe. Un beau sell, moi, j'ai aimé de Christian. Il a comme sauté de manière... bref, il a pas fait les sells classiques quand on se fait pitcher sur l'escalier de métal. Moi, j'ai trouvé qu'il était beau, son sell, en se faisant pitcher sur le genou. Ensuite, t'as Adam qui fait ses meilleures phases de psychopathe, hein, parce qu'il veut tuer Christian. Il met la tête de Christian sur
sur l'escalier de métal, puis il veut donner un stomp, il veut frapper. Et il veut faire le move de Seth Rollins, mais sur l'escalier de métal. Il essaye, mais non. Christian réussit à se sauver. Et là, on va voir, tu vois, ça commence à plus s'installer plus tard, mais garde ça en tête. Le fait que Adam Copeland, il veut tout le temps pitcher des trucs de fer sur Christian. Okay. Ça va revenir plus tard, dans le match. Fait que là, t'as Christian qui fait fuck that, il s'enfuit dans la foule. Là, t'as Nick Wayne qui essaie d'aider son père pendant qu'il s'en allait sans foule. Là, t'as un Nigel qui fait That's the man's son! Pendant que Adam frappe Nick Wayne. Fait que ça m'a encore fait bien. Parce que c'est un ODQ, hein, faut le dire. Exact, c'est un ODQ, fait qu'il a le droit de le frapper, mais là, c'est ça. Adam commence à frapper le fils. That's the man's son! Et là, Adam va dans les airs au-dessus de la section 104 et fait un beau spot en se pitchant sur Nick et Christian. La foule se met à crier This is awesome, this is awesome. On redescend les escaliers pendant que Nigel, lui, il dit, pendant que les gens trouvent ensemble, Look at the reaction that Christian Cage got. He is awesome. Donc, quel bon commentaire. On revient sur le ring. Tentative de spear qui issue d'Adam. Donc, il y a eu un petit switch de momentum. Donc là, c'est Christian qui reprend l'avantage. Christian se met à donner des coups. En fait, le même move que tantôt, Adam a essayé de donner le coup sur l'escalier. Là, Christian refait la même chose. Comme tu voulais me faire manger du fer tantôt, tantôt. Il fait manger du fer à sa place. Ça va ouvrir Adam, qui est d'ailleurs une belle cote. Oui. Hein, et ça a été... j'ai pas vu quand ça a été fait, ce blade-là. Mais ça a été fait très rapidement. Oui. C'était très beau au-dessus du sourcil. Ça mettait de la belle couleur sur la face d'Adam Copeland. Très bien fait. Et par la suite, à partir de ce moment-là, t'as Christian qui s'est mis à attaquer le coup d'Adam Copeland, qu'on sait qu'il était un peu plus fragile, qu'il y a eu des... ça l'a mis fin. Ouais. J'ai un peu mis fin à sa carrière pendant 8 ans. Fait que... un peu. Fait que là, Christian a l'avantage, et là, j'ai eu un petit chef kiss de move. Un Boston Crab, mais avec une chaise sur le dos d'Adam Copeland, et un Boston Crab où Christian s'assit lui-même sur la chaise. Confortablement assis sur le dos de son ami. C'était un beau... Moi, j'avais jamais vu ça. T'avais-tu déjà vu ça? Non, j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. C'était très beau comme spot. Ça faisait très heel aussi de faire ça. Genre s'asseoir pendant que tu fais un Boston Crab. Puis là, vous allez voir la photo là, à l'instant. Là, regardez l'intelligence d'Adam Copeland dans son sel. Parce que pour cacher le fait que la patte de chaise touche pas à terre, il met sa main comme ça, juste au ras du sol. Fait que on a vraiment l'impression que la chaise touche à terre à cause de ça. Fait que vraiment, c'est des petits détails, mais qui font que le match est excellent. C'est vraiment ces deux gars d'expérience que tu vois l'expérience dans ces petits détails-là. Fait que visuellement, c'est écœurant. Ça, c'est la preuve que ces gars-là ils l'ont sûrement répété, ils l'ont sûrement testé avant pour voir si ça fonctionne. Puis ce que ça look à la télé aussi. Exactement. Tout ça. Ils ont dû déjà spotter, OK, ben tu lèves un peu comme ça, s'il se passe telle affaire, OK, j'ai le potentiel de pouvoir faire ça pour que ça look bien. Ces deux gars-là, je sais pas si vous êtes au courant, mais le spot où là, on retourne dans le temps, WrestleMania 17, quand Edge, Spear, Jeff dans les airs. Ce spot-là a été pratiqué avant. Ils ont testé voir si les échelles étaient capables de tenir, parce que le spot avant, c'est Edge qui marche sur les 3 échelles pour arriver à la 3e, pour être capable de se lancer, pour être capable de faire un spear. Et il y a eu un petit botch, là, où il y a eu de la misère à se rendre à la 3e échelle, et il a fallu qu'ils descendent, qu'ils remontent, en fait. Fait que, juste pour dire que ces gars-là sont habitués de répéter, sont habitués de vraiment voir si ça look bien à la télé. Fait que c'est la preuve d'être là. Des pros, puis ils sont habitués de faire ça, tu sais. Exact. Puis par la suite, un Adam qui réussit à lever la chaise et à un peu reprendre le contrôle face à Christian. Et c'est là que, c'est ce que j'ai dit tantôt, le match va prendre une tangente conseil santé. Okay? Je sais pas si je suis le seul qui a remarqué ce 2e degré-là, mais ça fait vraiment conseil santé. Okay? Fait que Adam commence à faire une soumission à Christian avec l'aide d'un bâton en métal qu'il met dans la bouche. Qui rappelle un peu Roman Reigns il y a quelques années. Voilà, un peu Roman Reigns, mais surtout qui rappelle à tout le monde qu'il faut manger plus de fer dans la vie. Ah oui. OK? Parce que moi, je pense que c'est ça, que tout le long, Adam Copeland, c'est son ancien ami, là, Christian, puis tout le long, il veut y répéter
mange du fer. Tu sais, sinon, quand t'as pas de fer, qu'est-ce que tu fais? Ben, t'as une carence en fer, puis il y a plein d'autres maladies qui peuvent amener à ça. Fait que là, ça, c'était pas assez pour Adam. Tu sais, juste le petit bout de métal. Fait qu'il se met à aller en dessous du ring. Il va en dessous du ring, puis il sort une échelle en métal. Puis là, il fait sa face de psychopathe. Puis encore une fois, il fait sa face un peu en mettant dans la bouche, l'échelle, en disant « Je vais y faire manger du fer encore plus avec l'échelle. » Fait que là, il se met l'échelle un peu sur entre la 2 et la 3. Il se met une espèce de catapulte. Bad Cloud, Christian, mange du fer si tu veux pas faire de l'anémie. Fait que moi, c'est ça que je comprenais, moi, de ce match-là. Fait qu'il s'exécute, catapulte son ancien ami par amour, drette sur le métal. Parce qu'on se souvient, il saigne, là. Fait que lui, il sent un peu le manque de fer dans son corps, puis fait comme je veux pas que mon ami se sente comme moi je me sens, fait que je vais lui faire manger du fer. Exactement. Fait que là, Christian, lui, il s'obstine. Parce que lui, Christian, tout le long, lui, c'est plus un gars de bois. Christian. Fait qu'il se pogne un kendo stick en bois, puis là, il dit j'en mangerai pas de métal, puis il frappe Copeland pour lui prouver qu'il peut bien vivre avec une faible dose de fer dans le sang. Aha. Il monte même sur le top de l'échelle pour prouver à tout le monde qu'il est au-dessus de ça, lui, le fer. Okay. Fait que Copeland, il le rejoint. Mais ça marche pas. Fait que là, Christian, il pogne la tête de Copeland. Puis là, de manière ironique, tiens, Adam, mange-en du fer d'échelle. Tiens, toi, mange-en. S'ensuit un Sunset Powerbomb qui saute par-dessus l'échelle, tout les choses. Bang, y'en a pas besoin de fer, Pierre. Y'en a pas besoin de fer, Pierre. Ben, un Sunset Powerbomb, Sunset, du sun, vitamine C, encore une fois. Il veut la santé de son ami. Eh oui, fait Christian s'en va couvrir Adam 1, 2. Non! Un beau kick-out là-dessus. Christian Astor sort la chaise du ring. Il y avait une chaise dans le ring. Comme il sort la chaise. J'en veux pas de fer, moi, dans mon ring. Puis il va chercher sur le ring du bois. Il va chercher du bois sous la forme d'une table qui amène sur la chaise. Fait que là, t'as vraiment le gars de bois versus le gars de fer qui vient s'installer. Dans toute l'espèce de storyline de ce match-là. Adam reprend l'avantage, d'ailleurs, en donnant un coup de chaise en métal à Christian. DDT sa chaise direct. Esti mangeant du fer. S'enligne pour faire le concerto. Le seul move de la lutte qui donne une double dose de fer quand t'en as besoin dans ta journée. Une belle sandwich. Et là, quand il s'en va pour le frapper, non, Nick Wayne, il vient sauver son père. Ce qui permet à Christian de donner ironiquement un coup de chaise dans le pelvis d'Adam. Parce que je sais pas si tu le sais, Pierre, là, on va voir là, à l'écran, j'ai fait des recherches là, pour ça, là, mais le fer est primordial à la fabrication de spermatozoïdes. Aha! Le fait que Christian, il donne un coup de fer dans le pelvis, après que son fils lui-même en ait. C'est comme une manière que Christian a déjà... Il a déjà son fils, Nick. Il n'en a pas besoin de plus de fer. Non. Mais Christian, lui, il en a besoin de fer dans la fourche. Oui. Parce qu'il n'a pas de fils pour l'aider en ce moment. Fait que, tout ça, c'est réfléchi. C'est tout placé. Tout ça est réfléchi d'avance. Je suis là. Fait que là, Christian, il continue à se défendre avec le bois. Hein. Il installe une deuxième table en bois dans le coin du ring, puis il s'apprête à faire le spear, le finisher d'Adam, à travers la table en bois. Mais Adam, il l'évite. Fait que là, Christian, il s'arrête à terre, il réussit à s'arrêter. Mais là, Adam, il prend une chaise en métal, puis là où il reçoit dans la face, il mange du fer. Puis c'était pas assez une fois, il la repogne, il la repitch, c'était stiff en esti, là, on s'en fait. La chaise qui se en face de Christian. Il en mange du fer. Fait que là, il est un peu dizzy parce que maintenant, quand t'as pas de fer, une carence en fer égale mot étourdissement, palpitations, maux de tête, tout ça. Fait que là, boum, c'est un spear pendant qu'il est étourdi dans la table de bois. Et là, t'as Christian qui scelle ça en faisant un peu le bacon. Fait que ça, c'est pour rappeler tout ça. C'est l'anémie que Christian a en ce moment. Adam tente le pin. 1, 2, non! Maman Wayne intervient puis enlève l'arbitre de là. Adam, il est pas content. Il veut s'en prendre à Maman Wayne. Mais Nick vient défendre sa mère. Puis il fait un cutter à l'extérieur du ring. Bon un beau spot. Un beau spot de Nick Wayne là-dessus. C'était très beau. Et là, un beau moment. Un beau moment père-fils. Parce que pendant que Adam Copeland est un peu dizzy, moi, ça me rappelait mon père. Là. Moi, mon père, quand j'étais jeune, on allait tout le temps dans le bois. On allumait des feux ensemble, tout ça. Puis là, t'as Christian... puis Nick Wayne qui se mettent à prendre de l'essence, puis ils mettent du... tu sais, ils sont contents, ils mettent de l'essence à la table en bois. Belle activité, c'est un beau moment, père-fils. Là, t'as Nick Wayne qui allume le feu, et là, t'as la foule qui se met à capoter, parce que là, il y a une table en feu qui est en train de se faire. Fait que là, ça crie « Holy shit, merde de pape, let's go ». Et là, pendant qu'il est allumé, on essaie de faire un spear, non, ça marche pas.
Euh, voyons, Adam, il évite le spear. Et là, c'était au tour d'Adam, qui est comme, non, moi, c'est pas vrai, je vais le faire, moi, je vais faire du feu. Mais là, la table, elle s'est éteinte entre-temps. Fait que là, t'as un Adam un peu psychopathe avec sa face, qui remet qui remet de l'essence, qui rallume le feu, qui se dépêche. Et là, j'ai aimé ça, parce que c'était comme un Nick Wayne qui a reçu un petit coup de la part d'Adam Copeland. Mais à cause du manque de fer encore, dans la famille, il est faible, puis ils doivent sceller pendant un bon 30-45 secondes d'un corde. Ça, c'est à cause du manque de fer. C'est le manque de fer. Puis là, pendant ce temps-là, c'est là qu'Adam il en profite pour rallumer un feu. Mais, tu vois, c'est là. Puis là, il pogne Nick Wayne. Un petit coup bien placé. Un petit coup bien placé à quelqu'un qui manque de fer, c'est ça que ça crée. Nick, il souffre d'anémie. Et là, pendant... c'est ça, il fait sa phase de psychopathe, il pitch Nick dans sa table. La table, elle casse pas, mais tant mieux, parce que... Des fois, c'est un peu épeurant, du feu, pis tout ça. Fait que là, Nick avait le feu au cul plus qu'autre chose. Il avait le feu au cul, vraiment. Puis un beau sel de Nick, encore vraiment. Une fois. Ouais, Nick a quand même été un très bon élément de l'histoire. J'ai bien aimé ça. Il était très bon. Et c'est ça, comme Isaac dans la Bible, Adam veut sacrifier dans le feu Nick, le seul fils de Christian, Powerbomb. Et ça fonctionne. On enlève loin pour ce référent-là, tabarnak. Adam, il revient sur le ring après avoir détruit la progéniture de son ancien ami. Et Adam se met à frapper Christian dans le pelvis. Dans le pelvis pour nous rappeler les problèmes de fertilité dus au manque de fer. Il sera pas capable de faire d'autres enfants pour l'aider dans ce match-là. Oh non. Adam ajoute l'insulte à l'injure en faisant le finisher de Christian, le kill switch avant de faire le pin. 1, 2, 3. And new TNT champion. La foule est en délire. Adam célèbre. C'est la vie. Tout est incroyable. Mais oh, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'il y a pas en arrière d'Adam? Il y a Kill Switch lui-même. Qui a gagné dans le pre-show la bataille royale pour un shot à la ceinture n'importe où, n'importe quand. Est-ce que ce sera là, le n'importe où, n'importe quand? Ben oui, c'est là. Coup de la corde à linge dans le dos. Choke slam sur une chaise en fer pour rappeler tout le match. C'est là. Puis là, il veut cacher son contrat pour un shot à ceinture. Mais Christian, comme Jésus, il ressuscite. Puis il veut que son animal de compagnie lui donne le contrat. Que son animal a gagné. Là, Kill Switch hésite. La foule a dit non. Mais Christian, il murmure quelque chose dans l'oreille. C'est pas là, mais probablement que c'était je vais te faire manger autre chose que du bois ce soir si tu me donnes le contrat. Fait que là, tout de suite, un Kill Switch qui s'exécute, qui est comme, hey, Chris, j'ai besoin de faire, moi. Ça le convainc. Fait qu'il se met, Christian se met à signer, il cache. Et là, l'arbitre arrive, on sonne le truc, puis c'est un match très court, un deuxième match très court, mais que Christian rend la monnaie de la pièce. Un match qui n'est pas annoncé non plus, un autre match pas annoncé. Un autre match pas annoncé, ce coup-là, il était plus le fun à comme pas annoncer. Et là, Christian rend la monnaie de la pièce à Adam. Parce qu'il fait pas un kill switch. Non. Il fait le finisher, lui aussi, de son ami, le spear. Pour le compte de 1, 2, 3. And new TNT champion. Et nouveau. Christian célèbre avec sa famille la victoire du bois sur le fer. Kill switch, j'ai bien aimé ça. Kill switch qui transporte Nick Wayne en poche à patate pour le ramener backstage. Je pense que j'ai entendu un chant anémie. 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 Je suis pas certain. Je pense que oui. Et là, t'as un Adam qui est tout triste, hein, mais qui a marqué l'histoire en étant le plus court champion, le plus court règne de champion TNT de l'histoire. Et ça termine un beau segment qui, je crois, était le match le mieux construit de la carte. Il y a tout le temps un match que Tony Khan aime construire de loin et qui commence la plupart du temps dans le pre-show à le construire. Et c'était ce match-là. Il a été construit avec l'aide de Kill Switch, qui a un peu servi juste à ajouter, à fait donner un court règne de ceinture à Adam Copeland, mais permettre de continuer le règne de Christian par la suite. Ça marche avec le personnage, tout marche, tout était bon, et c'était mon match préféré, moi, de la carte cette semaine, à ce pay-per-view-là. Je suis d'accord, côté... moi, c'est pas mon match de lutte préféré, mais c'est mon match, la construction du match préféré. Exact. Ça traite WWE dans le storyline, ça aussi, parce qu'il y avait beaucoup de storytelling. C'est très bon. C'est bien monté, le fer contre le bois, le exactement. Mais tu sais, si on est capable de comprendre des deuxièmes degrés aussi absurdes que ça, c'est que le match est bien fait. Que le match a une logique. Il y a une logique à l'intérieur du match qui fait que quelqu'un attaque juste avec la même arme, l'autre attaque juste avec les mêmes armes. Tout était bien fait, tout bien réfléchi. C'est deux amis qui ont sûrement
vu, répété, pensé, parler de ce match-là dans les derniers 30 ans, puis ils n'ont jamais réussi à le faire. Fait que c'est sûr qu'eux vont arriver avec des un détails, contre un en plus. des détails loin et profonds que nous, on voit même pas, qu'on serait même pas capable de voir à l'œil nu, que eux installent dans leur histoire. Puis je suis certain que c'est ma question après ce match-là, c'est est-ce qu'on va se tanner de cette feud-là? Ma réponse à moi, je ne crois pas encore, mais ils vont devoir changer de gear un moment donné. Mais je crois qu'ils peuvent encore pousser cette histoire-là un petit bout parce que ça fonctionne. Force est d'admettre que ça fonctionne. On a un match, là, c'était le deuxième. Techniquement le troisième avec le tour match à la fin. Là. Mais on a deux très bons matchs qui ont eu lieu. D'après moi, ça s'enligne vers un troisième match à voir comment on va être capable de topper ça. Parce que moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié ce match-là. Oui, et... excusez, j'ai toussé. Moi, j'ai hâte de voir comment on va les joindre en équipe, parce que je pense que le but ultime de les avoir dans la même fédération, c'est d'avoir une run en équipe, les deux ensemble. Je crois pas que c'est dans un futur proche. D'après moi, ça va aller pour 2025, parce que ça va être ça, à moins qu'on réussisse à trouver une façon. Mais de transformer un Christian, qui est sûrement le meilleur heel présentement, en face... ça se fera pas facilement, et l'inverse non plus. Adam Copeland est beaucoup trop aimé, à moins qu'on réussisse à lui faire un heel turn complètement... Mais il est bon en heel, là, faut... Il est bon en heel, il y a des bonnes phases de heel, tu le fais attaquer quelqu'un qu'on aime, puis d'après moi... Mais est-ce qu'on moi, je vois plus l'équipe en méchant qu'en gentil. Ah, ok, si ok. Mais moi j'y crois plus en méchant, mais est-ce qu'on veut voir une run de ces deux-là en... Ouais, ok, oui, non, ok. Ouais, whatever. J'ai rien dit. Je t'ai convaincu. Oui, c'est si simple, me convaincre. Tu me dis juste, ben non, mais moi j'aime ça. Je vais comme, ah, moi aussi j'aime ça. J'étais très facile à convaincre. Fait que. C'était un match qui a eu beaucoup de questions, mais qui était très partagé. Comme, on savait pas ça allait vers où. La moitié des gens avaient dit Copeland, la moitié avait dit Christian. Ouais. C'était ça qui avait dit Copeland. Au niveau des interventions, même chose. La plupart des gens, ça a quand même été bien réussi. Qui allait intervenir et qui n'allait pas le faire. Est-ce que Christian allait parler un moment donné durant le match? C'était également partagé, oui ou non. C'était le non qui l'a emporté. Est-ce qu'il y a avoir un concerto réussi? Malheureusement, il n'y en a pas eu, mais il y a eu une tentative de concerto. Non, peut-être. C'est comme et le match a été plus long que le affrontement à Montréal de 18 minutes. Donc, ça a duré pas loin de 25 minutes, ce match-là. Mais un 25 qui passe... très bien, très rapidement. Absolument. Fait que c'est notre... moi, c'est ce que je vous conseille. C'est mon match préféré de la carte de World's End. Et on enchaîne avec, je crois, ton match préféré de la carte de World's End. C'est mon match préféré. Je sais que... et plusieurs l'avaient calé. Ouais. De dire, là, à la fin, je demandais que ça allait être quoi le match préféré de Pierre Raymond. Et là, que beaucoup de gens pensaient que ça allait être ça, ton match préféré. Ben, je veux dire... la majorité des gens. C'est écrit dans le ciel, là. Je veux dire, je ne fais que lancer des fleurs au tournoi continental depuis le début pour le work rate que c'est dans le ring, puis la qualité de la lutte. Et aussi, les deux lutteurs sont capables de donner exactement le genre de lutte que moi j'aime. Et ça a été complètement à l'inverse de ce qu'on a vu avec Christian et avec Edge, avec Adam Copeland. C'est un match qui n'a pas duré très longtemps, peut-être un 12 minutes, quelque chose d'assez ramassé. Pas loin de 15, pas loin de 15 quand même. Ouais. Mais qui s'étire pas beaucoup, qui est facile. Je vais vous faire un résumé, vous allez voir. En fait, 17 minutes quand même, 17 minutes. Ok, bon. Fait qu'en bas de 20, mais... La preuve que j'adore ce match-là, c'est que ça passe très vite, puis je l'ai écouté 3 fois. Donc, Kingston rentre dans le match. À noter que Kingston porte les kickpads jaunes en respect à son idole, Toshiaki Kawada, qui lui aussi, à son tour, dans le temps, à la All Japan, avait les 3 belts. Donc, c'est pour ça... Toute l'histoire derrière Kingston, c'est vraiment pour répéter un peu ce que son idole de la All Japan dans le temps a fait. Danielson est au commentaire. Danielson qui est excellent au commentaire. Là. Il vient ajouter des petites pointes, puis il vient ajouter certaines choses au match qui est super, super importante à savoir. Le début du match est pas mal juste du back and forth, coup de coude sur coup de coude, prise sur prise au tapis. C'est là où Danielson fait un commentaire super pertinent qui va être important pour tout le match, où il met de l'emphase sur la force de frappe de Kingston.
Il dit que Kingston a la force de frappe des trois, donc de Danielson, Moxley et Kingston. C'est Kingston qui a la meilleure force de frappe. C'est Danielson qui a les meilleures jambes. Et c'est Moxley qui a peut-être l'avantage au sol entre Kingston et Moxley, mais qui est le plus tough. Sûrement des trois, c'est Moxley qui va se relever, qui a le plus gros cœur des trois, ou qui est le plus stubborn peut-être. L'avantage ou ça va switcher un peu d'énergie quand Moxley va rouler en dehors du ring. Jusque-là, ça a vraiment été juste du coup de coude pour coup de coude, du back and forth. Eddie va faire un suicide dive. Il va atterrir la tête complètement dans la barricade. Et Moxley va prendre ça comme avantage. Il va faire un paradigm shift à l'extérieur du ring. C'est là qu'on comprend que Moxley vise la nuque de Kingston. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais il vise la nuque. Il va y avoir beaucoup de cordes à linge, beaucoup de grosses lariats qui vont être données de la part de Moxley tout au long du match. Et à l'inverse, Kingston, lui, ce qu'il vise, c'est de pouvoir assommer Moxley d'un coup. Fait que c'est beaucoup de coups de coude, c'est beaucoup de chop aussi. Ils reviennent dans le ring et là c'est très strong style dans le type de match. Très strong style. Ils reviennent dans le ring et c'est là que la compétition de force et d'endurance commence. C'est des kicks dans le chest de Moxley à Kingston, c'est des chops dans le chest de Kingston à Moxley. Chop va revenir souvent. Moxley a bloqué une chops de Kingston de façon complètement saugrenue. Il a levé ses avant-bras devant son chest pour bloquer une chop. J'avais jamais vu ça. Bizarrement, j'avais jamais vu une chop se faire bloquer de cette façon tellement imaginative. Mais c'est arrivé. Ensuite, Moxley prend avantage de bloquer ces chops-là, donne un pile driver à Kingston en plein milieu du ring. Encore une fois, vise la nuque de Kingston pour essayer de un peu le maîtriser, pour essayer de le calmer dans son intensité. Des chops bruyantes comme ça, j'en ai pas entendu beaucoup. Honnêtement, là, c'est peut-être parce qu'il y en a eu beaucoup, mais des chops aussi bruyantes, peut-être, il y a peut-être Gunter puis il y a Suzuki qui en donnent des aussi bruyantes, mais honnêtement, ça sonnait, ça résonnait. Puis Suzuki, pas David Suzuki, là, je parle de Minoru Suzuki, je pense pas que David Suzuki a jamais frappé quelqu'un dans sa vie. Ouais. Nick Suzuki non plus, je pense. Nick, peut-être, il frappe des gens dans le coin de la bande, encore ouais. Là. Il en reçoit plus qu'il en donne, d'après moi. Là. Ouais. Il fait pas souvent des chops. Non, vraiment pas. Avec un gant de hockey, c'est assez tough de faire une chop la main ouverte aussi. Là. Un beau spot que j'ai aimé, c'est le Machine Gun Chop On a passé 3 coins de ring, puis tu vois qu'un moment donné, Moxley fait comme il tabarnak que ça fait mal parce que il en reçoit de moins en moins puis il change c'était comme un sel réel mais un beau sel de comme pour montrer est-ce que tu me gosses puis tu me fais mal pour vrai. Tu vois que c'est là que on sent que c'est deux chums qui veulent en donner puis qui veulent s'amuser puis qui veulent se faire mal sans se faire mal, qui veulent se gosser un à l'autre parce que la beauté d'un bon chop, c'est qu'il faut que, oui, la main soit ouverte et qu'elle tape le chest, mais il faut que le chest de l'autre soit ouvert. Le réflexe que les lutteurs ont, c'est de rentrer leurs bras pour faire un peu des totons de madame. Là. Fait que les gars rentrent leurs bras, donc ça empêche d'avoir une pleine surface plane pour avoir une bonne chop qui sonne. D'avoir des chops qui sonnent aussi fort dans ce match-là, c'est que les gars sont ouverts, puis sont confiants, puis sont à l'aise de recevoir des chops qui vont faire mal de la part de leur chum. Donc, ça montre un respect. Et ça rajoute tellement une couche le fun à ce match-là de voir deux chums qui veulent juste se teaser un l'autre. Et c'est exactement ce que tu viens de dire, Max. Ils veulent juste ils veulent se faire mal un à l'autre. Donc, après ça, donc, corde à linge, coup de poing, coup de coude, choke, un autre choke qui revient. Un classique de Moxley qui tient Kingston en choke. L'arbitre lève le bras à Kingston, le relâche, le bras tombe. Une fois. Ouais.
Et ça, je veux qu'on le note parce que j'ai trouvé ça intelligent au niveau du booking, qu'on Très, installe dans ce match-là cette manière potentielle de perdre. Très bon dans le point. Moi aussi, je l'avais noté. Ouais. Donc, lève le bras une deuxième fois de Kingston, le relâche, le bras tombe, le bras est mou. Donc, Kingston, est-ce qu'il est tombé évanoui? Est-ce qu'il va le perdre? Lève le bras une troisième fois, lâche le bras, mais oh! Le bras reste dans les airs. Donc, non! Il n'est pas tombé évanoui. Il reste encore dans le match. Après ça, les gars vont réussir à se relever. Et c'est une fin de match. Le dernier 30 secondes du match, allez voir ça. C'est une compétition de claques à gueule, mais de vraies fucking claques à gueule. C'est pas une claque à gueule qui vont aller frapper un peu sur la clavicule ou un peu dans le chest. C'est des vrais tapes à gueule et ça sonne. C'est des claques à gueule. Et ce que j'aime, c'est que de la fin, c'est le troisième backfist que Kingston va donner à Moxley. Donc un backfist, c'est qu'il se retourne sur lui-même pour donner, pour faire manger le derrière du poing à son adversaire. Donc Kingston fait ça à Moxley une troisième fois dans le match et il se dépêche tout de suite à aller sur Moxley pour avoir le pin 1, 2, 3 parce qu'il sait que si il va pas chercher le pin tout de suite, Moxley va se relever parce qu'il sait qu'il est tough, il sait que ça lui en prend pas beaucoup pour rester couché. Donc un backfist, donc tape sa gueule, tape sa gueule, tape sa gueule, hockey fight, backfist, Kingston saute sur Moxley, 1, 2, 3. Et Kingston gagne le tournoi continental, gagne la couronne continentale et garde ses deux autres ceintures, la Ring of Honor, la World. Parce qu'on a changé, on a changé le nom, je ne m'abuse. Hein. Maintenant, c'est la Crown, la Continental Crown. Crown, Continental Crown, ouais, c'est ça. C'est pas une belt, ben, c'est une ceinture, mais c'est une couronne. Moi, je pensais qu'elle allait pas, que ça allait être seulement défendu dans ce tournoi-là, finalement. Ça a été défendu à Collision cette semaine. Ouais. Trent contre Kingston. Là, c'est une autre ceinture qu'on rajoute. Moi, ma théorie là-dessus, on pourra revenir au match après. Ma théorie, moi, je pense que la TBS et la TNT vont tranquillement s'effacer du haut deal télé qui vont peut-être changer et on va mettre la International et la Continentale comme sous-titres à la place de la TBS et de la TNT d'après moi, et on va peut-être avoir un brand split aussi, donc l'international d'un côté de Dynamite et le continental du côté une fusion de ceinture qui s'en vient peut-être. Peut-être aussi. À voir. Mais ouais, mais moi j'ai aimé la fin, comme tu as dit, là, le côté ça faisait très Continental classique aussi, le côté on se dépêche, l'exécution du point parfait. Puis ensuite, vite, on se dépêche à faire le pin, qui est un peu plus genre technical, pour gagner de cette manière-là. Puis que si on l'avait fait, si on avait attendu un peu plus, Moxley aurait probablement kick-out, mais là, vu que t'es surpris par le point. Non, j'ai bien aimé ça, c'était très. C'était bien vendu, c'était bien très intelligent comme match. Ouais, puis on était aussi à la fin, Kingston, le monde l'aime, hein, le monde sont contents quand il gagne quelque chose, puis tu vois qu'il est fier, il est content, il a atteint ce que son idole a déjà atteint, et à la fin, le gros hug de Moxley qui approuve le win de son ami. Le gros hug des deux chums. La petite larme à l'œil du côté de Pierre. Donc, on est tous contents de la façon que ça finit. Un bon petit match pour moi. Allez voir ça. Ça vaut la peine si vous aimez des matchs... c'est pas un match qui est difficile à analyser. Donc, justement, si c'est pas quelque chose que vous voulez le réfléchir puis penser, c'est super, super simple. C'est deux gars qui se tapent sa gueule puis c'est qui va avoir le dessus, tout simplement. Fait que si vous voulez un beau petit match, allez voir ça. Ça vaut la peine. Ouais, très bon match. Et finalement, le dernier match de la soirée, le main event. On a MJF contre Samoa Joe. Sinon, rapidement, là, les questions. Eddie Kingston avait quand même été choisi dans la majorité des cas en 57% du temps pour gagner le match. Il y a du monde qui ont choisi Moxley. Ben, c'est quand même serré. 57-43, fait que c'est quand même serré. Par tombée, ça avait bien réussi. Moins de 20 minutes, ça a également été en majorité. Cool. Mais ce qui a été mal réussi, il n'est pas saigné durant. On va avoir une question quand Moxley allait saigner. Et seulement une personne a dit qu'il ne saignera pas durant le match en entier. Sûrement la même personne. personne. Il n'avait pas beaucoup. Il n'avait pas saigné durant le tournoi. Il n'a toujours pas saigné durant le tournoi, y compris en finale. Donc, ça a été la surprise pour ce match-là de la part sûrement des gens qui ont répondu aux questions. La même personne qui a dit que ça allait être un match non annoncé qui allait commencer à la carte. Là. On va voir. Cette personne mais
Exact. Et au final, on enchaîne avec MJF contre Samoa Joe. Ouais. Des belles entrées. Hein? On a un MJF tout en King of Long Island qui arrive un peu à la Ric Flair dans son habit. On va y aller rapidement tout de même, mais dans la fin, ou as-tu déjà tu veux parler toi durant le match ou on peut... Moi, le match, on a déjà vu ce match-là, donc... Donc le classique MJF blessé qui vend la blessure. Un Joe quand même, somme toute, dominant dans un Joe en forme et le fun à voir lutter. Un bon Joe en forme qui est content d'être là. J'aime beaucoup ça. Puis à la fin du match, on a un peu de manière surprenante, moi ça m'avait surpris. Et quand même rapidement, à l'intérieur du match, on a un MJF qui a le même segment qu'on a eu dans le match Kingston contre Moxley, avec la main. Donc il est en coquina clutch, on prend la main, 1, 2, et ce coup-là, 3. Et là, t'as l'arbitre un peu surprise qui est comme, bon, ben, c'est terminé, on fait rouler la belt. Et Joe gagne de manière clean avec le coquina clutch. Qui fait la fin du règne de plus de 400 jours de MJF à l'intérieur. Je m'attendais pas à un finish comme ça. Là. Vraiment pas. Puis on sent un MJF très... Le corps suit plus, probablement. Ouais. Il a l'air très... c'est ça, très magané. D'ailleurs, là, s'il y en a que ça vous intéresse de lire un peu, là, MJF a pondu un article la veille, le 29 décembre, dans le Players Tribune. Donc, c'est des joueurs de différents trucs sportifs qui peuvent écrire directement puis faire leur chronique, qui parlaient justement un peu de son règne et de tout ça, et qui disait qu'en ce moment, il était très fatigué, puis qui est comme, lui, il est pas très pro painkiller, mais en ce moment, il a comme pas le choix d'en prendre parce que ça fait trop mal son corps, tout ça. Fait que avec le résultat qu'il y a eu le lendemain, on se doute qu'il reste d'avoir quand même une pause, plus ou moins longue, pour lui permettre de se rétablir physiquement, mentalement. Mais on ne sait pas encore s'il a re-signé. Ça, on le sait pas. Mais qu'il a re-signé ou pas... J'entends que oui, qu'il a re-signé, que c'est officiel, mais ça n'a pas été confirmé. À voir. Il a été enlevé du roster sur le site internet. Ouais. Mais ça, c'est des lutteurs qui continuent à travailler le kayfabe. On veut faire à croire qu'il va peut-être apparaître au Rumble. Je crois. On travaille un peu là-dessus. On continue à travailler sur l'angle du bet, du battle, du 2024. Mais c'est ça. D'après moi, comme tu dis, il est parti pour une petite pause, reposer son corps. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il disait aussi, je pense, dans cet article-là, si on parle du même article, j'ai juste vu des bribes que il préférait quitter. Il sentait que son règne s'essoufflait aussi. Oui, exactement. Donc, il préférait s'en aller à ce moment-ci de son règne pendant que c'est encore chaud, pendant que c'est encore là, pendant que c'est encore bon, plutôt que de l'étirer trop longtemps et de se blesser encore plus, je crois. Et où que les fans se tannent de ce règne-là. Il sentait que ça s'essoufflait un peu. Fait que, très intelligent comme lutteur quand même, MJF. Ouais, vraiment. Puis qui était au diapason quand même de ce que la foule veut ou demande. Oui, absolument. On a également, à l'heure du match, on avait un Adam Cole qui était là pour soutenir son ami. Qui a eu un tout petit mini impact à la fin du match où il n'a pas été assez rapide pour donner le ring. Le ring. Et qui a fait que MJF s'est retrouvé dans un coquina clutch malgré lui, qui a amené à la fin du match. MJF Adam Cole qui était là pour supporter son ami tout le long. On n'a pas senti qu'il était contre lui nécessairement. Ce qui amène au côté encore plus surprenant de la fin. Plus ou moins surprenant, mais surprenant quand même à l'intérieur du booking, où on a eu la révélation de qui était le fameux démon. Et ce n'était pas qui tu pensais, Pierre. Ce n'était pas Jack Perry. Ce n'était pas Jack Perry. Et ce n'était pas non plus qui je pensais, Roderick Strong, même si il faisait partie. C'était pas loin. C'était pas loin. Mais c'était bel et bien Adam Cole qui avait ficelé tout cela. Alors que la révélation, qui est, selon moi, la bonne révélation, la révélation logique, qui est pas la plus surprenante, mais des fois en lutte, c'est pas la surprise qui est le plus fun. Des fois, c'est juste la logique. La continuité. Et on
on a fait ça avec cette révélation-là. Le clan du démon et le démon ne sont pas intervenus durant le match. Hein, alors seulement une personne avait dit aussi qu'elle n'allait pas intervenir. La majorité des gens disaient qu'elle allait avoir une intervention durant le match. C'est pas arrivé. On voulait garder Samoa Joe fort pour le début de son règne. Donc on l'a fait gagner clean. MJF a évidemment triché souvent. Donc 3 fois et plus. Personne ne l'a eu à l'intérieur de nos questionnaires. Donc, MJF qui aime ça tricher. Et il n'a pas réussi son kangaroo kick non plus. Le match très court, moins de 20 minutes. Donc, quelques personnes l'ont eu. Et ça s'est terminé par soumission. Personne n'avait mis par soumission. Donc, personne n'a fait de point sur ça. Et seulement 14% des gens avaient mis Samoa Joe gagnant. La majorité des gens s'attendaient à voir un MJF poursuivre son règne. Donc, une petite surprise de ce côté-là dans la fin. Mais ce qui a surpris les gens, la majorité des gens avaient quand même dit Adam Cole. Donc on a à 3 reprises Adam Cole comme étant la révélation de qui allait être le démon. On a également, ça j'ai trouvé ça intéressant, on a Britt Baker. Oui. Alors, on a Frank Justice qui avait mis Britt Baker. Et dans l'explication de tout ça, je trouvais ça bon parce que ça aurait pu avoir la même storyline avec une Britt qui a le démon, mais qu'Adam Cole soit un des minions du démon à la place, et on aurait pu justifier le tout, je pense, de manière très, très le fun aussi, de voir, hey, t'as blessé mon mari, puis c'est à cause de ça, puis je l'ai convaincu, puis tout ça. Je pense que ça aurait pu être quelque chose qui aurait été quand même ambitieux, innovateur, de mettre ça de ce côté-là, mais ça a été finalement Adam Cole qui a été choisi. Également, ça me fait rire. Il y a quelqu'un qui a dit que c'est Lucifer, le démon. Fait que ça me fait rire quand même. Bravo pour le punch. Est-ce que c'est écrit Lucie, L-U-C-I-E-fer? Non. Non. Mais Lucifer, ça m'a quand même fait rire. Et sinon, la majorité des gens, pas la majorité des gens, mais 2 personnes qui avaient mis Jungle Boy, Jack Perry et Roderick Strong également. Donc, moi et une autre personne. Donc, c'est finalement Adam Cole. Qui a été la révélation de tout ça avec le clan, donc Wardlow ainsi que United Kingdom, qui maintenant est rendu Undisputed Kingdom. J'aime bien, j'aime vraiment ça. J'aime. Donc, à voir ça s'en va où. À voir où ça s'en va. Parce que le Dynamite de cette semaine, ils ont. Ils ont ouvert le show de Dynamite. Je pense qu'il n'y avait pas le choix. Ouais. Ça look très bien. C'est un beau stable qui, j'espère, va être dominant, et j'espère fera pas comme le Pinnacle, fera pas comme d'autres stables qui ont foiré. Je croirais pas parce que Adam Cole habituellement est très intelligent dans l'écriture de ses histoires. Donc je doute que ça plante, que ça bombe, comme on dit en humour, ou qu'il y ait un botch, comme c'est dit en lutte. Mais j'aime beaucoup le look de ce stable-là, United Kingdom. J'aime leur tune d'entrée aussi. Je pense que je suis un fan. Mais ça reste à voir. Ben, on va voir. Mais félicitations sinon à MJF qui a eu une belle année 2023, qui s'est terminée avec un point d'exclamation, qui est la perte de son titre, mais tout de même, le début d'une grosse storyline, et qui a pu perdre devant les siens. Et évidemment, s'il est blessé, si son corps ne suit plus, eh bien, c'est toujours la bonne chose à faire. Je pense que ça a été un règne sans faute, d'après moi. En tout cas, malgré toutes les embûches qu'on a pu mettre devant lui, les blessures d'autres personnes, la merde qu'il y a eu un peu avec le drama qu'il y a eu backstage. Je pense que MJF a toujours bien réfléchi, a toujours dit les bons mots, les promos étaient bonnes, la lutte était bonne. Je suis tellement excité que je m'étouffe dans ma joie. Tout ce qu'il a apporté devant la caméra, tout ce que son personnage a fait, toute l'évolution que son personnage a passé au travers, était toujours très très intelligent, toujours bien apporté. Une belle run. Moi, j'ai trouvé une très belle run de champion, une des très bonnes runs de champion qu'il y a eu dans les dernières années. Donc, la difficulté en lutte, c'est de se renouveler. Fait qu'à voir pour sa prochaine fois. Mais son premier règne en tant que champion a été excellent, selon moi. Et vous, votre appréciation du pay-per-view, du questionnaire, vous avez reçu les réponses. Donc, n'hésitez pas si jamais vous avez des protés. Je pense pas qu'il va en avoir. Mais s'il y a des protés, écrivez-nous. On va voir si on change des choses. Et félicitations au top 3. Alors, le top 3, on a Raymond Pierre qui a gagné ça. Félicitations Raymond Pierre. En deuxième position, on a Docteur... Est-ce que c'était ça?
C'est-tu Dr. Kim qui a gagné ça en 2e position. Et en 3e position, on a moi, qui n'est pas le meilleur sommelier, contrairement à Pierre qui s'est donné ça comme surnom. Mais moi, j'ai terminé en 3e position. Donc c'est ça. Mais un gros merci à tous et toutes d'avoir participé. C'est très le fun. On va répéter ça. Puis si vous voulez pas manquer le prochain formulaire qui va passer, ben la meilleure façon, c'est nous suivre partout sur toutes les plateformes. Facebook, Instagram, YouTube, suivez-nous partout. Puis ça va revenir seulement pendant les pay-per-view des 2 grosses fédérations, celle d'All Elite, celle de la WWE. Mais il y a quand même 2 épisodes des Sommeliers de la lutte qui sortent chaque semaine pour rien manquer. Allez vous abonner sur toutes vos plateformes de balado préférées. Si vous voulez nous parler et discuter avec nous, ça se passe sur Facebook. Sommelier de la lutte sur Facebook. C'est là où sortent nos questions à nous, vos questions à vous, si vous en avez, on va vous répondre là-dessus. Donc, abonnez, partagez, aimez, puis merci beaucoup encore une fois de nous suivre dans cette folie-là. Et la 2e place, c'est pas Dr. King, je me suis trompé, c'est Fortune Cookie qui a fini en 2e position. Très cool. Félicitations, Fortune Cookie. Et c'est ça, tu sais, n'hésitez pas à continuer de nous écouter, à mettre des likes, à mettre des petits pouces, à mettre des 5 étoiles, vous pouvez en mettre. Certaines personnes nous ont trouvé à travers Apple Podcast, fait que si c'est votre cas, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, ça nous fait toujours, ça nous aide en fait à savoir où les gens nous découvrent pour éventuellement, on va savoir où mettre de la pub si on a de la pub à mettre. Yes. Fait que merci beaucoup pour tous. Mot de la fin sinon, Pierre? Chops! Et on se revoit pour le prochain épisode, ce 11 janvier. Ça va être le retour sur tous les matchs des fights. Donc, on a comme pas parlé beaucoup des matchs qui ont eu lieu. Fait que tous les matchs du à peu près 20 décembre jusqu'à hier, dans le fond, jusqu'au 6 janvier. On va faire un gros épisode qui va vous parler des meilleurs matchs qu'il y a eu pendant cette période. Tout ce qu'on a écouté que Glamour va au nez. Exactement. Et avec des fois en famille et pas dans nos lieux normaux. Gros merci, passez bonne année 2024 et au plaisir de se revoir dans les prochains épisodes. Ciao ciao! Bye bye!